changer de côté. Je m'appelle Hugo Coste, je serai voilà, en charge un peu de l'animation aujourd'hui. Je suis animateur réseau, mobilité jeunesse et citoyenneté au sein de l'IN Coopération. Avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un rapide point technique un peu sur comment ça va se dérouler aujourd'hui. Donc déjà, si vous rencontrez des difficultés pour nous entendre ou qu'à un moment, voilà, il y a des coupures, s'il y a quelque chose qui marche pas, vérifiez que vous avez bien rejoint du coup, le webinaire en utilisant le navigateur internet, soit Google Chrome, soit Mozilla Firefox, et principalement éviter Microsoft Edge ou Internet Explorer ou Opera qui sont pas bien optimisés pour le logiciel que nous utilisons aujourd'hui. Si vous rencontrez vraiment des difficultés, même avec ce navigateur, ou que vous n'avez pas la possibilité en fait de changer, il est aussi possible de rejoindre en fait directement l'événement avec l'application mobile Click Meeting Webinar App et avec l'identifiant de la salle qui est indiqué ici. De toute façon, si vous avez un petit souci technique pour entendre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous l'écrire dans le chat qui se situe en bas à droite de la fenêtre. Et puis on sera là aussi pour vous aider en cas de problème. Sur le déroulé, la manière dont ça va se passer aujourd'hui, donc là vous devez vous rendre compte que vos micros sont coupés, ils seront coupés pendant en fait tout le long du webinaire d'aujourd'hui pour éviter aussi un peu les bruits de fond et laisser la parole aux intervenants. Vous avez la possibilité tout au long du webinaire de poser vos questions ou de réagir dans le chat à droite. On prendra toutes les questions de façon qui seront posées au fur et à mesure tout au long de cette heure et demie ensemble. Vous aurez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, à la fin du webinaire, de demander dans le chat d'intervenir si vous avez une intervention qui est un petit peu trop longue pour être écrite en question, que vous voulez ajouter un point. Faut pas hésiter à nous l'indiquer. Dans ce cas-là, on pourra alors ouvrir votre micro pour vous permettre de partager votre intervention. Dans ce cas-là, assurez-vous juste d'être muni d'un micro fonctionnel, d'essayer d'être synthétique lors de votre intervention. Et si vous avez vraiment une mauvaise connexion, évitez d'activer votre caméra en même temps que votre micro, hein, ce qui permettra que ce soit un petit peu plus fluide. Alors, avant de démarrer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer un petit questionnaire d'introduction que vous devez voir normalement s'afficher sur votre fenêtre. C'est juste pour nous, pour pouvoir avoir un ordre d'idée de d'où vous venez, de qui vous êtes. Et puis, on pourra partager, en fait, je partagerai les résultats à tout le monde juste après. Comme ça vous donne aussi une ordre d'idée de qui est dans la salle. Voilà, vu qu'on peut pas tous échanger, qu'on peut pas prendre le temps de se présenter, au moins ça permet d'avoir une vision un peu globale de qui est présent aujourd'hui. Alors, juste pour information sur le déroulé, j'ai oublié, on gardera en fait toutes les questions que vous posez. On les repassera en fait après les interventions, ce qui permettra en fait de faire une session questions-réponses après chaque intervention. Et on va éviter en fait de répondre aux questions en même temps que vous les posez parce que des fois c'est un petit peu compliqué pour suivre le déroulé de l'intervention en même temps répondre aux questions, mais on a bien prévu du coup des plages de réponse aux questions après chaque intervention. Du coup, sachez que le webinaire qu'on organise ce matin est enregistré. Voilà, les noms des participants ne seront pas affichés, hein, donc ce ne sera pas visible sur l'enregistrement, mais vous aurez du coup la possibilité de revisionner le webinaire en replay. Il est également diffusé sur notre chaîne YouTube en live, notre chaîne Facebook, pardon, notre page Facebook plutôt. Et pour du coup tous les participants, on vous enverra également le PowerPoint du webinaire et les différentes informations qui auront pu être évoquées en fait tout au long des interventions par mail à l'issue du webinaire. Alors, voilà, je vais clôturer le vote tout de suite et vous partager les résultats. Alors, bon, petit bilan, on voit qu'il y a des personnes un petit peu partout en région et des personnes aussi extérieures à la région des Hauts-de-France. Donc, je vois qu'on est pas trop mal répartis entre le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, avec une personne de l'Aisne. Malheureusement, personne de l'Oise. Voilà. Tant pis. J'espère qu'on aura plus de personnes de l'Ouest la fois prochaine. Du coup, sur le webinaire qui nous intéresse aujourd'hui, donc on va vous présenter l'appel à projet volontariat d'échange et de compétences. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça va durer 1 heure et demie. On sera 2 personnes pour
s'occuper de l'animation du webinaire. Donc moi-même, je me suis déjà présenté, mais également mon collègue Nizar Yahish, qui est animateur partenariat et réseau au sein de Liane Coopération et directeur adjoint de notre association. Je laisserai prendre la parole un peu après en introduction, peut-être pour vous présenter un peu le déroulé d'aujourd'hui. Donc, on aura déjà une première intervention du coup de mon collègue Nizar en introduction pour présenter, rappeler un peu qui on est en tant que réseau régional multi-acteurs et un peu voilà, présenter les actualités du réseau en lien avec l'appel à projet qu'on vous présente aujourd'hui. Et s'en suivront du coup deux interventions. Donc une première intervention qui sera destinée à vous présenter directement l'appel à projet volontariat d'échange de compétences, qui sera réalisé en duo par Claire Schenching du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui travaille à la DGMC sur la question de volontariat jeunesse et sport, et Julie Revel du coup du FONGEP pour les modalités pratiques de réponse à l'appel à projet, qui fait partie du pôle Solidarité internationale du FONGEP et qui est chargé de mission. Après cette présentation de l'appel à projet, on aura une première session de questions-réponses pour toutes vos questions sur l'appel à projet, le règlement, les modalités de dépôt, etc. Et ensuite, donc Caroline Bouclé de France Volontaire interviendra plutôt pour présenter un peu les autres dispositifs qui sont en lien avec le volontariat d'échange et de compétences. Vous présentez également France Volontaire et un peu donner quelques clés de lecture sur ce qu'est un volontariat et un peu les critères de qualité dans la mise en place d'un projet de volontariat. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon collègue Nizar pour introduire le temps d'aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste profiter de cette rencontre pour rapidement rappeler l'actualité du réseau, que vous ayez aussi un peu ce panorama des autres dynamiques qui peuvent coexister autour de notre rencontre aujourd'hui. Vous rappelez un petit peu les trois pôles de Liane Coopération, le pôle EXI avec le fonds Récital qui vient soutenir financièrement et méthodologiquement des actions d'éducation à la citoyenneté internationale en région, les Tandem solidaires qui visent à renforcer les liens entre acteurs de l'enseignement et associations de solidarité internationale, le Festival des solidarités qui est aussi un événement multi-acteurs sur le territoire. Également le pôle engagement, mobilité jeunesse, avec des projets autour de l'accompagnement des projets de jeunes à l'étranger, autour du volontariat en général, et la plateforme Ready to Move, qui est une plateforme régionale d'appui à la mobilité plutôt des jeunes. Donc c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais important à garder en tête. Et enfin le pôle coopération internationale avec différents projets, notamment des projets multi-acteurs, des projets dans les domaines de l'accès à l'eau, à l'énergie, de l'agriculture, le soutien à la coopération des collectivités, des activités de formation et d'accompagnement. Ça, c'est un petit peu pour vous dresser le panorama de ce qu'on fait au niveau de Liane Coopération. On voulait vous partager quelques actualités du réseau pour que vous ayez vous soyez un peu au courant de ce qui se passe. Depuis 2 semaines, le bureau amiénois de Liane Coopération est enfin ouvert. On peut donc maintenant vous recevoir en rendez-vous à Amiens, Espace Somme, c'est à côté du Quai de l'Innovation pour les Amiénois ou en tout cas les personnes qui sont sur la Picardie qui nous écoutent. Et également, vous signaler une revue qui vient de paraître, qui est disponible en version papier dans le bureau de Liane et dans toutes les réunions autour des questions de ville durable, et un prochain numéro qui devrait prochainement paraître sur les questions de résilience face aux crises, comment les acteurs s'adaptent face aux crises. Également, une petite information pour celles et ceux qui suivaient ce dossier, le Sommet Afrique-France qui est reporté à octobre, qui était prévu à Montpellier au mois de juillet. Donc sur ça, voilà, plus d'informations à venir, on l'espère rapidement. Tant qu'on fait le tour des actualités, le dernier appel à projet acteurs de l'énergie pour l'Afrique en région Hauts-de-France se clôture le 30 juin prochain. Pour des projets qui sont déposés en consortium multi-acteurs, notamment avec des entreprises et des ONG qui travaillent sur les questions d'accès à l'énergie en Afrique.
Et sur les questions de services essentiels également, voilà, en information, savoir que la communauté urbaine de Dunkerque et la métropole européenne de Lille avancent sur la création de nouveaux fonds eau assainissement qui vont venir apporter un soutien financier et méthodologique, encore une fois, nouveau en région Hauts-de-France, avec un premier baromètre qui devrait, de l'engagement des collectivités territoriales dans ce domaine-là, qui devrait bientôt sortir. Également, vous donner, parce que sur les questions d'expertise, ça peut être des sujets qui peuvent intéresser certains d'entre vous, une information qui est le lancement d'un programme national avec une déclinaison en région autour de la mobilisation des collectivités territoriales, des associations autour des services essentiels, notamment sur les questions d'eau, d'assainissement, d'énergie, de déchets. Pour celles et ceux qui seraient ici aujourd'hui dans une perspective de développer des partenariats avec des entreprises, à savoir également que l'AN Coopération accompagne plusieurs acteurs sur le FASEP, donc un dispositif de financement dédié aux entreprises qui cette année porte sur les questions de services essentiels décarbonés dans les pays en développement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations, si vous travaillez déjà avec des entreprises qui sont elles-mêmes aussi intéressées pour développer des nouveaux produits, des démonstrateurs sur cet appel à projet-là, en tout cas, on peut se tenir à votre disposition. Et enfin, qui est également lié avec au sujet d'aujourd'hui, la publication prochaine à l'automne d'une plaquette sur les questions de entreprise et solidarité internationale. Le titre n'est pas encore définitif, mais c'est un travail qu'on porte avec différents collègues de différentes régions pour savoir comment on travaille dans une logique de solidarité internationale avec des entreprises. Quelles sont les modalités possibles, quels sont les intérêts que chacun y voit, et comment travailler ensemble. Cette plaquette sera aussi mise à disposition, Aliane, pour toutes les associations, notamment, qui aimeraient développer des partenariats associations-entreprises. Toujours dans l'ouverture de cette réunion, et avant qu'on arrive sur le cœur du sujet, qui est l'appel à projet volontariat d'expérience et de compétences, on voulait, comme à chaque réunion de l'IAN, faire un petit point un peu dans la dimension observatoire. L'appel à projet s'adresse particulièrement à des agents publics, au volontariat, à encourager le volontariat auprès d'agents publics, d'entreprises, etc. Au niveau de l'IAN Coopération, on recense déjà différentes structures, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des centres de formation, que ce soit des acteurs de l'enseignement supérieur, ou des entreprises, ou des bureaux d'études, des collectivités territoriales. On recense déjà un certain nombre d'acteurs qui ont déjà une sensibilité sur les questions de coopération internationale. Ce réseau, il est en train de s'élargir, il s'élargit continuellement. Donc, n'hésitez pas aussi à nous partager, en tout cas, vos projets qui pourraient être développés et à vous appuyer aussi sur la mise en réseau multi-acteurs qu'on peut apporter dans la construction de partenariats qui vont pouvoir aboutir à des projets de volontariat. Également, pour information, on recense au niveau de l'AN Coopération différents projets dans le monde. Je ne vais pas vous faire le partage d'écran maintenant, mais sur le panorama des projets sur le site internet de l'IAN, aujourd'hui, nous avons seulement 4 projets de volontariat recensés. Je vous fais le partage d'écran très rapidement. Hop. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà. Aujourd'hui, vous devez voir mon écran, on recense 138 projets portés par des acteurs du territoire. Donc, certains qui sont des projets en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, etc. On vous encourage à vous-même aussi pouvoir signaler les projets que vous avez qui peuvent être mis en œuvre. Sur les questions de mobilité internationale, on ne recense que 4 projets. Voilà, c'est très peu. Parce que les acteurs de la mobilité qui envoient des fois 30, 40 volontaires ne déposent pas un projet pour chacun, mais s'il y a un projet plus particulièrement qui est amené à la mobilité de volontaires du territoire, ça peut avoir le coup de nous le signaler en le mettant sur cette cartographie, en appuyant ici sur déposer un projet, parce que ça nous permet, nous, de pouvoir le valoriser, mais aussi de pouvoir repérer des pratiques, pouvoir appuyer les nouveaux acteurs qui aimeraient développer, et en tout cas pouvoir mettre en relation celles et ceux qui sont intéressés par ce type d'action. Donc voilà, je vous encourage, en tout cas, si vous développez à terme des projets de volontariat, à vraiment les recenser pour pouvoir valoriser votre expertise, créer des synergies entre acteurs, pouvoir aussi identifier sur quel bailleur de fonds ces projets ont été, par quel bailleur de fonds ces projets ont été soutenus, ce qui nous permet aussi de pouvoir repérer un peu les dynamiques qui
qu'il peut y avoir au niveau de l'accès au financement par les acteurs. Également, aujourd'hui, au niveau de l'IAN, après un premier tour d'horizon des différents dossiers qu'on suit, on a 11 projets, associations, entreprises qui sont accompagnés par le réseau à l'instant T, dont 10 sur le dispositif Acteurs de l'énergie pour l'Afrique. Donc voilà, le dispositif Acteurs de l'énergie pour l'Afrique impose dans son modèle la création de consortiums multi-acteurs, entreprises, ONG notamment. Et on voit que finalement, on a des associations qui savent le faire, qui savent créer ces partenariats et qui savent se développer. Par contre, elles le font quand il y a une contrainte. Voilà. Et enfin, quand il y a une contrainte, en tout cas, pour pouvoir développer leur projet. Pour accompagner ces projets, on peut dire que c'est très enrichissant, et pour les associations et pour les entreprises qui font partie de ces qui font partie de ces projets accompagnés. Et donc voilà, on y voit un vrai intérêt. Et en espérant que voilà, du coup, on puisse augmenter cette dimension de coopération multi-acteurs par l'appel à projet, et que voilà, dans un an, on puisse en tout cas avoir progressé sur cette thématique-là et pas l'avoir cantonné uniquement au secteur de l'énergie, parce que la région le met en contrainte dans son appel à projet. Enfin, en contrainte, d'ailleurs, c'est une bonne contrainte, c'est plutôt une incitation, en tout cas, pour développer l'activité. Également, si jamais vous vous posez des questions sur qui on peut mobiliser en partenaire pour développer des programmes de volontariat, sachez qu'au niveau de l'IAN, du coup, on a un réseau multi-acteurs, on s'adresse autant aux collectivités qu'aux associations, qu'aux entreprises, qu'aux acteurs de l'insertion ou acteurs éducatifs. Il y a différentes bulles un peu de compétences qu'on peut essayer de mobiliser selon vos projets. Une première sur le réseau Acteurs de l'énergie pour l'Afrique, on est en relation avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup de clusters de compétences, de pôles de compétences qui travaillent sur ce domaine-là. On a une deuxième bulle autour de tout ce qui est les questions d'économie sociale et solidaire, qui rassemble différentes compétences en région. Une troisième bulle autour des collectivités territoriales recensées, donc des collectivités qui ont déjà un intérêt ou une appétence pour les questions internationales, mais qui peuvent travailler en interservice s'il faut mobiliser des agents issus de services éducatifs ou des agents en charge des questions d'urbanisme. Voilà. Un troisième pôle autour des associations de retraités, autour de France Bénévolat aussi, avec lesquels on peut être en contact. Un autre pôle, tout ce qui est développement durable, maison régionale de l'environnement et de solidarité, centre régional de ressources sur le développement durable, etc. Où, là encore, sur vos projets, il y a besoin d'aller chercher des compétences, on peut faciliter cette mise en relation. Un pôle autour des universités et des écoles avec lesquelles on est en relation. On est assez exhaustif sur ce sujet-là en région. Un pôle autour d'acteurs culturels, différentes structures culturelles qui portent par exemple la saison Africa Marin, qui portent des actions de coopération, ça, qui peuvent être intéressés, qui peuvent être sensibles, en tout cas, à partager de l'expertise et partager de la compétence sur les politiques culturelles. Voilà. C'est pas restrictif, mais en tout cas, c'est les premières bulles un peu de réseau qui tournent un peu autour de l'IAN, avec lesquelles on est en relation, et qu'on peut mettre à disposition d'acteurs régionaux qui aimeraient voilà, développer des projets. Voilà, donc en tout cas, c'était juste pour vous donner un panorama un petit peu de ce qui se passe en région, qui pourrait affecter, influencer ou apporter une plus-value au projet de volontariat, d'expérience et de compétences que vous souhaiteriez développer. Voilà, on reste à disposition pour les mises en contact, pour les mises en relation, pour essayer de travailler ensemble à développer ce type de partenariat, d'ouverture des ONG vers de nouveaux acteurs. J'en ai terminé pour ma part. Je propose peut-être sans plus tarder qu'on laisse la parole à Claire Chanching du ministère. Oui, bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? On entend bien, par contre je pense que c'est un peu faible, donc n'hésite pas à parler fort. Parler plus fort, ok. Donc bonjour à tous, je suis Claire Chanching du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, je suis avec Julie Révol au FONGEP, c'est pour ça qu'au-dessus il y a le nom de Julie. Mais je suis bien au ministère, donc je vais vous présenter un peu l'appel à projet volontariat d'échange et de compétences.
qu'on a lancé cette année. Donc, c'est un premier appel à projet un peu exploratoire. On va dire, on se lance dans un nouveau défi. Donc, ensuite, à la suite de cette présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra tenter d'y répondre. Alors, pourquoi déjà on a souhaité lancer ce nouvel appel à projet? On est parti du constat que les dispositifs actuels ne permettent pas à tout type de public de s'engager sur du volontariat à l'international. On pense par exemple au volontariat de solidarité internationale qui attire un certain type de public, mais par son format, il ne permet pas, par exemple, à des actifs, des salariés, de s'engager à l'international, puisqu'il faut partir sur une très longue durée, et ça ne convient pas à tout le monde. Donc, l'idée de ce VEC, volontariat d'échange et de compétences, c'était d'ouvrir un peu la possibilité à de nouveaux publics de s'engager à l'international. Alors, le VEC, ce n'est pas un statut, à la différence, par exemple, du VSI, c'est plutôt un cadre. Donc, on l'a voulu comme un premier cadre qui encourage l'engagement international de nouveaux profils de volontaires. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à travers le VEC, c'est toucher de nouveaux profils de volontaires. Donc, les objectifs de cet appel à projet, pour nous, il est de toucher de nouveaux types de publics. Donc, j'ai parlé des actifs, des salariés, des indépendants. Ça peut être aussi des retraités, des seniors, aussi des publics en formation professionnelle. Globalement, des publics nouveaux qui disposent de compétences et qui souhaitent les mettre à disposition au service de la solidarité internationale. C'est ça le cadre et le public qu'on souhaite toucher à travers le VEC. Notre objectif, c'est de renforcer les partenariats entre les ONG, les associations et de nouvelles structures qui ne sont pas issues du champ de la solidarité internationale, qui ne le connaissent pas spécifiquement, mais qui sont en relation avec ces nouveaux publics. Par exemple, des entreprises qui sont en relation avec des salariés et qui veulent les accompagner, les inciter et leur permettre de concrétiser leur désir d'engagement en faveur de la solidarité internationale. Donc, c'est renforcer un peu ce partenariat, on va dire, entre milieu associatif et aussi milieu privé, mais aussi d'autres milieux. Et enfin, c'est de proposer de nouvelles formes de volontariat. Donc, je le disais, on a des volontariats existants qui sont parfois assez longs, de longue durée. Là, à travers le VEC, c'est aussi proposer, par exemple, du volontariat plus court, donc des missions de 15 jours, d'un mois, voire... Enfin, c'est assez ouvert, mais le but, c'est vraiment d'expérimenter de nouvelles formes de volontariat. On pense aussi au e-volontariat qui s'est un peu développé avec la crise sanitaire. Donc, c'est quelque chose d'assez innovant et le but, c'est d'être à l'écoute de vos différentes propositions pour voir comment on peut faire évoluer le volontariat aujourd'hui. Alors, pour rentrer dans l'appel à projet maintenant, quels sont les critères d'éligibilité? Les structures qui peuvent candidater sont des associations de loi 1901-1908 et aussi des fondations à titre exceptionnel. Donc, elles ne sont pas, l'appel à projet n'est pas ouvert aux entreprises, mais par contre, si par exemple une entreprise veut faire partie de l'appel à projet, il faut que ce soit porté par l'association partenaire de l'entreprise. Et l'organisation porteuse du projet ne pourra présenter qu'un seul dossier maximum dans le cadre de cet appel à projet. Alors, le projet en lui-même, quels sont les objectifs qu'il va pouvoir remplir? Ça peut être permettre la réalisation directe de missions de volontariat à l'international par ces nouveaux publics. Par exemple, envoyer un salarié d'une entreprise faire une mission courte auprès d'une ONG de solidarité internationale dans un pays du Sud. Cela peut être aussi sans envoi direct de volontaires, faciliter la mise en relation entre des entreprises et des associations de solidarité internationale. L'objectif derrière, c'est vraiment d'accroître les missions de solidarité internationale réalisées par les salariés. Donc, c'est de communiquer plus largement sur la possibilité de s'engager en volontariat à l'international. Et donc, à travers cet appel à projet, on peut aussi soutenir ces types de projets qui permettent d'ouvrir à de nouveaux publics sans forcément avoir de l'envoi à la fin, enfin, dans le cadre du projet. Après, c'est vrai que le but final, c'est quand même de pouvoir avoir un volontariat à l'international. Et le troisième objectif, ça peut être aussi la communication en direction de ces nouveaux publics afin d'accroître la visibilité du recours au volontariat international.
Sur la période de réalisation, la période c'est entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, 18 mois maximum jusqu'au 31 décembre 2022. Le projet peut durer 6 mois, 10 mois, 12 mois, c'est à votre convenance. Simplement, la date maximum de fin est le 31 décembre 2022. Concernant les missions de volontariat, donc pour les projets avec de l'envoi de volontaires à l'international, ces missions de volontariat devront avoir pour objet de permettre l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans les domaines de la coopération, développement et de l'action humanitaire. C'est le cadre global que l'on retrouve également dans le volontariat de solidarité internationale, par exemple. Par contre, la durée de la mission, elle est assez flexible. Elle pourra être continue, elle pourra être discontinue. Enfin, la durée et le format de la mission sont flexibles, donc continue ou discontinue. Elle peut se dérouler à l'international directement, elle peut se dérouler à distance en e-volontariat, c'est-à-dire sans nécessité de déplacement physique sur le terrain. Donc, ça fait partie des nouvelles formes de volontariat qu'on peut encourager à travers le VEC. Sur les critères d'éligibilité, donc les critères un peu valorisés dans le cadre des projets qui vont être déposés et sur lesquels on aura une vision assez attentive, il y a notamment l'expérience de l'association porteuse et de ses partenaires pour proposer un accompagnement de qualité aux volontaires. C'est-à-dire qu'on souhaite s'ouvrir à de nouveaux publics et du coup, il faut que l'accompagnement qui soit proposé à ces nouveaux publics soit d'autant plus de qualité et renforcé. On n'envoie pas des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'international sur les sujets de solidarité internationale sans avoir une formation au départ, un accompagnement. Le but, c'est quand même que le volontariat, l'expérience soit de qualité. Donc, c'est un point sur lequel on aura une attention particulière dans le cadre de l'appel à projet. Un autre point important, c'est la question de la pérennité de l'engagement au-delà de la réalisation de la mission, ou alors s'il s'agit d'un projet où il n'y a pas d'envoi direct, il faut que derrière, il y ait une question de pérennisation du projet qui est déposé. Qu'est-ce qu'on fait une fois que le financement est arrêté? Voilà, quelle est la stratégie de long terme qu'on essaie de proposer à travers le projet, puisque l'appel à projet VEC, il se veut volontairement structurant. On a une durée assez longue qui peut couvrir 18 mois. On a un financement, je reviendrai plus tard, qui peut être assez important. Donc, on essaie vraiment d'avoir une vision de long terme et la question de la pérennité, elle est très importante. Ensuite, les publics cibles, donc je les ai déjà un peu mentionnés. Tout public pouvant apporter des compétences au bénéfice d'une ONG de solidarité internationale ou de son partenaire local. Avec, dans le règlement, vous avez des catégories qui sont une liste qui est non exhaustive, mais ce sont quand même des catégories prioritaires qu'on aimerait bien retrouver dans les différents projets qui vont être soumis. Donc les actifs, notamment salariés, indépendants, publics en formation professionnelle, les personnes qui ont de l'expérience comme les seniors ou les retraités, etc. C'est assez large. Avec une petite remarque sur le fait que les personnes salariées pourraient, par exemple, réaliser leur mission de solidarité internationale à l'occasion d'un congé de solidarité internationale, de leur congé annuel, ou toute autre forme de mise en disponibilité de leur contrat de travail. Ceci, bien sûr, doit être vu avec leur entreprise. Sur le montant proposé, donc je le dis, on est sur des sommes quand même assez importantes qui permettent de structurer des premières approches sur le VEC, donc une subvention entre 20 000 à 100 000 euros maximum, avec un financement qui couvre jusqu'à 50% du budget total du projet, sachant que je reviendrai après, mais le bénévolat ne peut pas être inclus dans ce montant total du budget du projet. Le soutien financier du ministère pourra porter sur différentes lignes budgétaires qui sont indiquées à titre indicatif, mais on souhaiterait tout de même que ce soit ces frais-là qui soient priorisés dans le cadre de notre soutien financier. Donc, il y a la prise en compte de la valorisation en termes de ressources humaines salariées de l'association qui porte le projet, pour l'ingénierie, la coordination du projet, également pour le suivi du volontaire. Donc, on parlait d'un accompagnement de qualité, donc ce point-là pourra être financé dans le cadre de l'appel à projet. Et ensuite, dans le cadre d'une mission, d'un envoi sur place direct, on a tout ce qui concerne les frais de logement sur place, les frais de formation au départ,
Et on a souhaité mettre un accent sur les dépenses liées à la communication, puisque les associations qui sont candidates pourront solliciter un financement de 5 000 € pour des supports de communication, 5 000 € maximum, mais une demande de financement supérieure pourra être acceptée si c'est justifié. Notre souhait, c'est vraiment que la communication soit un des axes dans chacun apparaissent dans les projets, puisque le VEC a pour vocation de s'adresser à des nouveaux publics. Donc, dans ce cadre, on trouve que communiquer et mettre en place une stratégie de communication envers ces nouveaux publics, c'est quelque chose d'important. En tout cas, on accordera aussi une attention particulière. Sur les modalités de sélection, je vais passer la parole à Julie du FONGEP. Bonjour à toutes et à tous, merci Claire du coup. Donc, je vais continuer. Donc les modalités de sélection, donc vous avez, je vais revenir sur le calendrier juste après, mais donc vous avez jusqu'au 21 juin pour déposer vos dossiers de candidature. Et ensuite, donc du coup, ils seront instruits par des représentants de 3 structures qui sont donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui porte le projet, et puis des partenaires, donc le FONGEP et France Volontaire. Et donc voilà, dans ce comité, il y aura notamment donc Claire Schenching, Carole Bouclé qui va également intervenir après, et puis moi-même. Et donc à savoir que voilà, les candidatures seront vraiment évaluées sur un peu tous les points qui ont été présentés par Claire précédemment. Donc c'est vraiment des critères qualitatifs qui vont être du coup sur l'ouverture à de nouveaux publics. Donc quand on dit nouveaux publics, c'est pas forcément de nouveaux publics pour l'association, mais plutôt plutôt des publics qui ne rentrent pas dans les dispositifs déjà existants de volontariat et d'engagement à l'international. Voilà, donc en fait là vous avez un peu toute la liste des points qui pourront être analysés pendant notre lecture du coup de chacun des dossiers. Donc voilà, on va vraiment regarder la pertinence des projets, la complémentarité des partenaires, etc. Et voilà, à savoir que tous ces points sont de toute façon énoncés dans le règlement, dans les TDR, donc vous pourrez les reprendre. Donc concernant le calendrier, donc l'appel à projet a été lancé le 30 avril, donc ça fait déjà presque un mois. Il se termine le 21 juin. Et donc du coup, pour l'annonce des résultats le 30 juin, pour que vous puissiez commencer donc à apporter vos projets à partir du 1er juillet 2021. Et donc, comme l'a déjà dit aussi Claire, vous aurez jusqu'au 31 décembre 2022 pour mettre en œuvre les projets proposés. Et donc, oui, alors, pour candidater, je sais peut-être qu'il y en a déjà parmi vous qui sont familiers avec la plateforme du FONGEP. Donc, c'est application.fongep.org. Donc, l'idée, c'est d'aller vous connecter là-dessus. Il faut que vous créez votre fiche association si vous n'êtes pas déjà enregistré. Et ensuite, du coup, vous pouvez cliquer sur déposer un nouvel appel à projet. Et là, de toute façon, en cours, il n'y a que le VEC actuellement. Et voilà, donc il faut que vous remplissiez au fur et à mesure la plateforme jusqu'à télécharger du coup le dossier de candidature et le redéposer sur la plateforme. Et voilà, tout passe par là. Et donc, même après, une fois donc, les résultats publiés sur le site du FONGEP, vous recevrez également une notification automatique pour vous annoncer le résultat de votre candidature. Donc voilà, tous les documents également sont à déposer sur la plateforme, que ce soit, là on vous demande les deux derniers rapports financiers et d'activité, un RIB, le récépissé d'enregistrement en copie de la déclaration JO de l'association, mais ça on le demande automatiquement de toute façon quand vous devez enregistrer la fiche de votre structure, enfin de votre association. Et enfin, donc voilà, j'en arrive au résultat. Comme je vous l'ai dit, ce sera annoncé le 30 juin, en tout cas publié sur le site. Et dans la foulée, donc on enverra dans un premier temps une notification à toutes les structures qui seront acceptées. Et ensuite, on enverra du coup également à celles qui ont été refusées et en essayant de proposer un retour qualitatif. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant un peu automatiquement sur tous nos appels à projets. Voilà, donc dans la mesure du possible et en fonction des retours qu'on aura. Et je pense que c'est tout pour moi.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions, mais peut-être qu'on y reviendra après la présentation de Caroline. Ou je sais pas, Hugo. Ouais, on va prendre une première salle de questions. Alors, par contre, je m'entends en écho quand je parle. C'est bizarre. Vous m'entendez en double ou il n'y a que moi qui m'entends en double? Non, on t'entend bien. Ok, bon, Enfin, bah, c'est moi alors, c'est bon. Ah oui, donc écho important. Ok, ah non, ouais, c'est ça doit bon, être personne. c'est réglé. Ok, donc on va prendre les premières questions. Alors, la première question, c'était une qui avait été posée par Lucie. Mais je crois que c'était par rapport à la cartographie et au projet qu'il y avait sur notre cartographie, hein, je crois. Ok, donc voilà. Donc, le volontaire peut-il être un salarié d'un partenaire financier du projet? Oui, a priori, il n'y a pas de contre-indication à ce que les profils de volontaires puissent venir de structures différentes. Ok, très bien, merci. Alors, quelle part du budget proposé peut être consacrée aux missions des projets, aux coûts des salariés, aux frais généraux de la structure? Bah, c'est plutôt, je pense, sur les répartitions en pourcentage des différentes, des différentes dépenses et postes de dépenses du projet. Est-ce qu'il y a voilà, des pourcentages qui sont recommandés ou obligatoires? Est-ce que il y a un seuil peut-être aux frais de fonctionnement des structures ou aux rémunérations du personnel? Ou est-ce que c'est assez libre finalement dans la répartition budgétaire finalement des demandeurs? Sur ce point, on n'a pas mis de pourcentage obligatoire, minimum, maximum pour chaque type de dépense. En revanche, ce qu'on regarde dans la construction du budget, c'est qu'il soit quand même globalement équilibré. Si on a 100% des frais de RH de salariés, enfin, ça va pas non plus aller. Donc, c'est un équilibre à trouver dans le budget. Nous, on a choisi de ne pas mettre de consignes, de conseils là-dessus, pour justement laisser libre choix aux structures de construire elles-mêmes leur budget, puisque les projets pourraient être très différents en fonction des associations porteuses, vu qu'on est sur un appel à projet un peu exploratoire. Très bien. Alors, oula, il y a beaucoup de questions dans cette question. Donc, première question, les élèves, étudiants et apprentis sont-ils éligibles au dispositif? Oui, a priori, oui, oui. En tout cas, les apprentis font partie des publics qui disposent de publics en formation professionnelle, qui peuvent disposer de compétences. Ça peut être intéressant de les emmener en volontariat. Les élèves, je ne sais pas, c'est un peu flou, donc il faudrait voir dans quelle mesure le projet est construit, qu'est-ce qu'on entend par élève. Mais dans tous les cas, en tout cas sur le volet apprenti, ça peut être intéressant. En tout cas sur cette question-là. Est-ce qu'il est possible d'envisager du coup l'envoi groupé de plusieurs volontaires en même temps? Ok, donc faire une mobilité, si je comprends bien, faire une mobilité collective et non pas envoyer des volontaires Non, individuels. Non. je pense que ça peut être peut-être plusieurs missions de volontariat individuelles, mais peut-être avoir, enfin, je sais pas la manière dont j'ai compris, c'est peut-être qu'il peut y avoir 2, 3 volontaires avec une mission, enfin, des missions qui peuvent peut-être se rejoindre et qui ont chacun une mission sur place. Hein. Et l'idée que le volontaire parte pas seul et qu'il y ait 2, 3 volontaires chez un même partenaire, je pense que c'est comme ça que j'avais compris. Après, peut-être que Colette pourra préciser ensuite dans le chat. Dans les deux cas, oui, c'est tout à fait possible. Très bien. Est-ce que ça peut être envisagé dans le cadre d'une année de césure? Donc là, ce serait plutôt pour des jeunes, j'imagine. Alors sur ce point, et ça, je rejoins la question d'après, ça peut être envisagé dans le cadre d'une année de césure. Par contre, ce volontariat ne valide pas un stage, une année de césure. C'est un cadre que nous, on souhaite proposer. Il ne donne pas droit à un statut particulier, justement, avec cotisation à la sécurité sociale, ce genre de choses. C'est un soutien financier qu'on souhaite accorder à un projet pour permettre, pour favoriser le volontariat. Donc, après, voilà, la modalité, elle est à la libre disposition de la structure qui propose le projet, mais ne donne pas droit automatique à des droits sociaux. Ok.
Je vois qu'il y a Colette qui demande si elle peut préciser sa question à l'oral, peut-être pour compléter, je vais lui permettre d'intervenir rapidement. Alors, normalement, Colette, tu dois pouvoir activer ton micro. Pour activer le micro, c'est juste en dessous de nos têtes. Normalement, tu dois avoir une icône qui doit te permettre de l'activer. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Super, merci. Oui, en fait, par rapport à la statut, simplement pour savoir, parce que par exemple, envoyer un apprenti en volontariat, quel statut on lui donne? Parce que si on le fait partir, par exemple, dans le cadre d'une mise en parenthèse de son contrat d'apprentissage, du coup, l'apprenti n'a plus de statut officiel, il n'a plus de rémunération, il n'est pas rattaché officiellement à un établissement, par exemple. Donc, quel statut on lui donne en fait pour lui permettre de partir dans ce cadre-là? Parce que c'est toujours le problème qu'on a en fait, c'est qu'il n'est pas rattaché du coup à l'association. On ne peut pas l'envoyer en fait. Donc, par rapport à tout ça, c'est des questions qui se posent. Enfin, pour nous, c'est très bloquant en fait si on n'a pas de statut bien défini. Sur le volontariat de solidarité internationale, par exemple, on a un statut qui est un peu cadré et qui permet d'avoir des réponses claires sur ces questions-là. Là, sur ce que vous présentez, je ne comprends pas très bien en fait quel statut on est censé donner à ces gens qui partiraient. Et c'est le cas aussi sur un salarié, par exemple, un salarié qui décide de partir sur un congé ou une mise en parenthèse de son contrat. Quel statut on lui donne? Est-ce que l'organisation d'envoi elle est responsable en cas de problème sur place? Comment ça se passe en termes d'accident, accident du travail, etc. Et quelles sont les législations qui s'appliquent en fait? Okay. Alors je crois avoir compris la question, même si c'était un peu haché. Encore une fois, le VEC, enfin le fait de partir en tant que volontaire dans le cadre du volontariat d'échange de compétences, ce n'est pas un statut, on va dire, avec des droits automatiques comme le VSI. Ensuite, ça va dépendre de la façon dont on concevait le projet. Par exemple, un salarié qui part sur une mission de volontariat de 15 jours dans le cadre de ses congés annuels, ça peut être une possibilité. Du coup, il est couvert. Ce sera à voir avec son entreprise quelles sont les modalités pour qu'il soit couvert dans le cadre de cette mission. L'association qui l'accueille au sud, ou alors l'association par laquelle l'entreprise peut passer, qui peut être expérimentée de l'envoi de volontaires, peut aussi avoir une assurance spécifique qui peut couvrir ce genre de mission. En fait, c'est pour ça aussi que dans le règlement, on parle d'associations d'envoi expérimentées qui peuvent accompagner ce type de projet parce qu'elles ont des assurances spécifiques, elles ont aussi l'expérience pour accompagner ces nouvelles formes ces nouveaux types de publics dans cette mobilité. Le salarié qui part un mois, il peut aussi choisir, ou un an, il peut aussi choisir de le faire en dehors de son contrat de travail. Enfin, il y a le congé de solidarité internationale qui existe aussi pour ça. Donc, c'est aussi notre forme de partir en tant que volontaire. En fait, les formes de volontariat, d'échange de compétences qu'on essaie de promouvoir dans le cadre de cet appel à projet, elles vont être très diverses. Elles ne sont pas accolées à un statut particulier. Ça va vraiment dépendre de la façon dont le projet est construit et on laisse à la structure qui porte le projet le soin de s'assurer de ces points-là. Donc, le VEC en lui-même, je le répète, n'est pas un statut qui donne droit à des droits automatiques. Et du coup, j'ajoute peut-être pour information que sur le congé de solidarité internationale, par exemple, ce sera précisé ensuite par France Volontaire et par Caroline Boutet qui expliquera un petit peu du coup aussi quel cadre et comment ça se met en place. Ok, c'est bon du coup, Colette, pour la réponse, ça va.
On peut passer à la question suivante. Merci, oui. Ok, très bien. Alors, question suivante. Alors, peut-on s'organiser en consortium ah oui, non. Ah oui, d'accord, ok. C'est parce qu'avec Nizar, on passe la question en même temps. Donc, du coup, c'est un petit conflit que on parle d'appel à projet, mais une organisation de solidarité internationale a plusieurs projets à l'international. Ce qui doit être présenté est un projet associatif ou faut-il présenter un catalogue de projets menés dans les différents pays? Alors, dans le règlement, on parle de projet ou de programme. Donc, on peut, dans le cadre de ce projet présenté, ça peut être un programme assez large qui recouvre différents projets. En fait, il faut qu'il y ait une cohérence dans ce qui est déposé, mais on ne va pas être forcément sur un petit projet spécifique présenté dans un pays. Ça peut être quelque chose de plus structurant et de plus large qui peut s'étaler sur les 18 mois et couvrir un grand nombre de pays. Donc, peut-on s'organiser en consortium d'associations pour répondre? Alors, une association va pouvoir répondre, une association ou une fondation va pouvoir répondre à l'appel à projet. Donc, c'est une seule structure qui va déposer le projet. Après, elle peut tout à fait avoir différents partenaires au sein du projet déposé. Et ça, ce sera quelque chose qui sera valorisé. Le fait d'avoir des partenaires, on va dire, sérieux, expérimentés, chacun dans leur domaine, qui apportent quelque chose pour la cohérence du projet, ça va être valorisé. Mais après, en termes techniques, on va dire, c'est une seule personne, une seule structure qui dépose le projet. Est-ce que les GIP sont éligibles à un dépôt à l'appel à projet? Alors, les associations et les fondations sont éligibles. Donc, je ne suis pas sûre que les GIP soient sous une forme. Je ne maîtrise pas trop la structure juridique des GIP parce que je crois elles peuvent être très diverses. Mais en tout cas, si la forme est associative ou fondation, c'est éligible à l'appel à projet. Question suivante. Je ne sais pas si je la passe ou si Nizar la passe. Okay. Pour les salariés qui partent dans le cadre d'un congé sans solde, est-il possible de verser une indemnité aux salariés? Donc, est-ce qu'il peut y avoir une indemnité dans le cadre de ce volontariat qui soit prévue peut-être dans les budgets du projet? Tout à fait. Et c'est même quelque chose qui sera valorisé, le fait que le salarié ne débourse pas de sa poche et qu'il soit accompagné financièrement, par exemple par l'entreprise qui cofinance sa mission de volontariat. Oui. Quel est le coût approximatif minimum d'un volontaire sur une mission de 6 mois, par exemple, et le reste à charge pour l'association? Je suis pas sûr d'avoir à titre personnel bien compris la question, mais du coup le coût approximatif. Je ne sais pas si c'est le coût en termes d'indemnité ou sur le coût global sur l'envoi, l'hébergement, etc. Enfin, j'imagine que tout dépend des projets. Après, je ne sais pas si Claire ou Julie, vous avez peut-être mieux compris que moi. Oui, mais je pense qu'on vraiment à nous de répondre à cette question. C'est à l'association de les déterminer ou de s'appuyer sur une association d'envoi qui a déjà fait du volontariat pour connaître un peu plus ses coûts si elle ne les connaît pas, ou aussi de s'appuyer aussi sur France Volontaire qui peut être d'un appui. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, hein, pour les associations qui souhaiteraient déposer un projet dans le cadre de l'appel à projet VEC, mais qui maîtrisent pas forcément les dispositifs de mobilité ou d'accompagnement et qui souhaiteraient entrer en relation avec une structure du réseau qui, elle, a plus l'habitude d'accompagner des volontaires, voilà, c'est tout à fait possible de mettre en relation. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi nous directement pour vous mettre en relation avec un acteur du territoire qui a déjà mis en place des projets de mobilité. Alors, il me semble avoir vu que les retraités peuvent démarrer un projet de bénévolat. Y a-t-il un temps minimum et maximum pour qu'ils partent en Amérique latine?
sais pas si cette question s'adresse à nous, mais il n'y a pas de temps minimum au maximum. Peut-être préciser qu'on est du coup qu'on est sur du volontariat et pas sur du bénévolat, ce qui est un statut Oui, un petit peu différent. Oui, après, effectivement, dans l'appel à projet, il n'y a pas de durée minimum ou maximum attendue sur les volontaires. C'est à la libre option des associations en fonction des projets du coup qui sont développés et des intérêts et des enjeux et des objectifs du projet finalement. Est-ce que cet appel à projet sera renouvelé chaque année ou est-ce que c'est un one-shot? C'est une bonne question. Cet appel à projet, pour l'instant, c'est un appel à projet exploratoire. Donc, en fait, ça va dépendre des résultats, des réponses qu'on aura, d'une part, nombre de projets, qualité des projets, et du coup, des résultats de ce premier appel à projet. On fera un bilan à la suite des résultats pour décider si on y donne une suite ou non. Donc, ça va dépendre vraiment de ce premier appel à projet. Une ouverture à la réciprocité est-elle envisagée dans le cadre des projets acceptés? C'est une bonne question. Alors nous, on avait envisagé l'appel à projet, effectivement, la façon dont le règlement est rédigé, il est plutôt dans le sens envoi. Après la réciprocité, on ne ferme pas la porte à la réciprocité, au contraire dans l'appel à projet, mais il faudrait que ce soit on est à l'écoute des projets qui pourraient être proposés dans ce cadre-là. Okay, très bien. Je crois que pour l'instant, toutes les questions ont été posées. Peut-être on attend encore un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. De toute façon, on aura une autre session questions-réponses après l'intervention de Caroline Bouclet de France Volontaire. On pourra encore revenir et redonner la parole à Claire et à Julie. Peut-être moi je profite, j'ai une question. Je pense qu'il peut pourquoi pas intéresser les personnes. Donc je me permets de la poser. C'est plutôt sur les critères. Sur les cofinancements éligibles, en fait, dans le sens où du coup là, l'appel à projet cofinance à hauteur de 50% maximum le projet, mais du coup, est-ce que dans ce cadre-là, les 50 autres %, est-ce que ils doivent automatiquement provenir d'une source autre que ministère, AFD, ou est-ce que s'il y a un cofinancement d'un projet porté par une structure qui émènerait du ministère peut-être sur un autre volet, sur un autre projet financé, est-ce que ça peut venir cofinancer, ou vu que ce serait du coup considéré comme étant un double financement du ministère, ce serait un cofinancement inéligible? Sur le côté cofinancement, effectivement, on parle de 50% du ministère, tout confondu. Donc, il faut que les autres cofinancements viennent du privé, de la structure, viennent d'ailleurs. Okay. C'est également le cas pour l'AFD ou pas? C'est une bonne question. Oui, on essaie parce que l'AFD, finalement, ce sont des financements qui viennent du ministère. Donc, normalement, ça va être inclus dans les 50%. Ok. On a une autre question. Les frais de transport sont-ils éligibles? J'imagine que oui. Mais je laisse répondre. Oui. Ok, très bien. Et ben dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'intervention suivante, à l'intervention de Caroline Bouclet. Donc je vais repasser en animatrice si je la retrouve. Hop. Voilà. Et puis, comme je disais, on refera une petite session questions-réponses juste après l'intervention de Caroline. Donc comme ça, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas d'ailleurs même quitte à tout de suite les poser dans le chat. On fera de la même manière, on va nous les enregistrer, on pourra les repasser de toute façon lors de la prochaine session questions-réponses qui aura lieu juste après la prochaine intervention. Hop, je vais juste du coup remettre le PowerPoint. Bon, voilà. Du coup, je te laisse la parole, Caroline. Très bien, merci. Donc, je suis Caroline Bouclet. À France Volontaire, j'ai en charge la gestion statutaire des différents engagements de volontariat.
Alors, je vais commencer par vous présenter. Je n'ai pas la main sur le PowerPoint. Voilà. Normalement, tu as la main. Ça ne fonctionnait pas. Pas grave. On verra. Voilà. Je vais commencer par vous présenter un petit peu qui est France Volontaire. Hein. Nous sommes une plateforme française des différentes formes de volontariat à l'international, d'échange et de solidarité. Cette plateforme a été créée en 2009 sous la forme d'une association. Et c'est le fruit d'une construction commune, partagée entre les acteurs publics et associatifs impliqués dans la solidarité internationale. Donc, nous avons évidemment dans nos membres un conseil, en tant qu'opérateur, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, réunit donc les États, les collectivités territoriales, les associations autour d'une mission d'intérêt général, qui est le développement et la promotion des engagements volontaires et solidaires à l'international. Donc, tout ça s'appuie sur une présence en France avec nos réseaux régionaux que vous connaissez. Hein, là, dans ce cadre-là, avec notre collègue Lucie Lombard à Lille. Et nous en avons plusieurs dans différentes régions françaises. Et bien évidemment, ce qui est un appui, un support très, très, très important pour nous, nos espaces volontariat en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ça ne veut toujours pas passer. Voilà. Donc, les missions de France Volontaire s'articulent autour de la concertation et plaidoyer, hein, organiser le dialogue entre les acteurs du développement, participer à la définition et la mise en œuvre de politiques publiques d'initiation multi-acteurs sur les champs de l'engagement solidaire et international, de l'information et de l'orientation pour faire connaître l'ensemble des dispositifs français et européens dans le cadre du volontariat à l'international, donc avec différents canaux d'information et d'orientation des publics, des publications, des outils numériques et de la partition à diverses manifestations, comme aujourd'hui par exemple. Alors, de la valorisation, donc on essaye d'œuvrer à la reconnaissance et à la valorisation des différentes formes de volontariat qui peuvent se faire sur l'international et tout au long de la vie d'une personne. On est également dans tout ce qui est expérimentation, donc l'analyse des dynamiques des volontaires et la mise en œuvre de programmes spécifiques dans une démarche d'expérimentation et de capitalisation à travers évidemment notre réseau international que je vous ai évoqué tout à l'heure. La plateforme apporte notamment son soutien aux dispositifs nationaux de volontariat et aux programmes de réciprocité qu'on essaye de développer de plus en plus depuis quelques années. Par exemple, voilà, tout à l'heure, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est Hugo ou pas qui en a parlé, mais on a parlé de Africa 2020. C'est un programme qui a été mis en place par France Volontaire. Et en dernier point, l'accompagnement et la mise en réseau. Donc, on propose une expertise, des formations, on participe au renforcement des capacités des membres et partenaires en France et à l'international. Les espaces volontariats sont des leviers d'action, d'appui, de mise en réseau pour l'ensemble des acteurs du volontariat. Et c'est sur ces réseaux que vous pourrez vous appuyer pour le montage d'émissions dans le cadre d'un partenaire local. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà ici la carte des espaces volontariat. Donc, comme je vous l'ai dit, on est présent
là sur 30 représentations dans le monde, donc 24 à l'international, donc sur l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, et 6 en France et en Outre-mer. Donc, les régions françaises, on a la région nord-est, les régions centrales, la région ouest et toute la partie région sud avec Marseille. Et on en a également sur la partie ultramarin, donc avec la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Donc, on a un champ d'action assez large, effectivement, sur ces représentations sur lesquelles on pourra s'appuyer. Alors, quels sont les rôles des espaces volontaires? Ces missions, c'est informer, conseiller, orienter, mettre en relation les différents publics, former et faire former et mettre en réseau. Donc, on va sur des publics divers, mais qui sont toujours dans le même champ de la solidarité. Donc, tous les volontaires, les bénévoles, les candidats, les structures accueillant des volontaires et des structures envoyant des volontaires, alors soit en France, soit à l'international. Alors, ces espaces de volontariat, bien évidemment, ça reste des lieux conviviaux, d'échange et de partage et qui sont ouverts à tous. Ah, tu peux, voilà. Alors, les membres France Volontaire est donc une plateforme sur laquelle on s'appuie au niveau de l'ensemble des acteurs associatifs, et c'est ces acteurs associatifs avec qui on va pouvoir vous mettre en relation pour déposer vos appels à projets, puisque ce sont des acteurs de la solidarité internationale et qui sont spécialisés dans la sécurisation du parcours du volontaire, qui est très, très important dans le cadre de cet appel à projet. Donc, en fonction de vos besoins, voilà, nous pourrons vous mettre en relation avec ces acteurs, et vous pourrez prendre attache avec nous par l'intermédiaire de la boîte contact de France Volontaire. Cette adresse mail a été indiquée dans l'appel à projet. Donc, en nous expliquant effectivement un petit peu votre projet, pour savoir avec qui on peut vous mettre en relation, on pourra avoir cette démarche, donc avec nos acteurs associatifs, mais avec nos espaces volontariat, si vous en avez le besoin. Donc, cette plateforme, pardon, si tu peux remettre, s'il te plaît, c'est également des acteurs publics, avec principalement en tant qu'acteurs privilégiés, bien évidemment, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais pas que, puisqu'on a effectivement celui, c'est de la jeunesse, de l'éducation nationale, des Outre-mer, de l'agriculture. Enfin voilà, vous avez l'ensemble des logos ici. Voilà, notre vision du volontariat. Donc, bien évidemment, pour nous, le volontariat, ce n'est pas tout et rien. On a une vision bien particulière qui n'est pas évidemment celle du volontourisme, et voilà, qui s'articule autour d'un engagement solidaire international. C'est une réponse transversale et puissante aux défis de notre société et du monde. Il évolue dans la perspective d'un volontariat monde accessible à tous, à toutes et à tous, au local comme à l'international, tout au long de la vie. C'est ça qui est intéressant, puisqu'il y a plusieurs dispositifs qui permettent de faire de l'engagement volontariat tout au long de la vie. Il est fondé bien évidemment sur des relations humaines, des échanges interculturels, de partenariat et de principes de réciprocité. Ça, c'était des points essentiels, très importants dans le cadre d'une mission de volontariat. Il s'inscrit dans un parcours à la fois citoyen et professionnel, d'acquisition de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-faire nouveau, de partage d'expérience.
Alors, il concourt aux défis liés au développement humain et durable et au renforcement des sociétés civiles. Et enfin, contribue à faire émerger les sociétés inclusives, solidaires et ouvertes sur le monde. Alors, si vous voulez, effectivement, alors moi, je vais vous faire une présentation des dispositifs de volontariat qui sont principalement axés dans le cadre des VEC, là, du volontariat d'échange et de compétences. Mais si vous voulez aller plus loin sur les différents dispositifs de volontariat, France Volontaire a mis en place un guide que vous pouvez télécharger sur le site de France Volontaire, que vous trouvez facilement sur Internet. Ou Hugo, peut-être que tu pourras mettre le site de France Volontaire dans le chat. Voilà, les grandes familles de volontariat. Donc, les volontariats d'initiation, c'est tout ce qui est le volontariat jeunesse. Le premier volontariat dans la solidarité internationale, donc le service civique, les chantiers de jeunes. Le volontariat de coopération, d'appui au développement ou d'action humanitaire. Donc, c'est là où on rentre dans un des dispositifs qui est bien connu, celui du VSI, qui est le volontariat de solidarité internationale. Et ensuite, celui qui va nous intéresser ici, le volontariat d'expertise et de compétences. Donc, principalement axé sur les profils d'experts et avec un encadrement d'une loi sur le congé de solidarité internationale. Voilà, donc à chacun son dispositif en fonction des âges. Donc ici, voilà, nous allons nous atteler plus particulièrement sur cette partie un peu congé de solidarité que l'on va élargir et qui, bien évidemment, concerne les personnes majeures. Alors, qu'est-ce que le volontariat d'expertise et de compétences? Alors, il faut savoir qu'il y a approximativement 500 missions par an. Donc, c'est un cadre encourageant pour l'engagement solidaire international des profils experts. Il regroupe des personnes en activité, à la retraite, qui se mobilisent pour des missions d'expertise, on l'a dit, on le redit, de quelques semaines à quelques mois sous la forme de congés solidaires. Plusieurs dispositifs existent et le cadre de cet appel à projet va également être l'opportunité de trouver des dispositifs innovants. Voilà, les différents dispositifs de VEC, donc le congé de solidarité internationale qui a une durée entre 15 jours et 3 mois. Il faut bien prendre en considération que ce sont des missions qui répondent, et ça c'est essentiel, à une demande spécifique des partenaires bénéficiaires, donc des partenaires sud, pour aider au développement en mobilisant les compétences des salariés volontaires. Les missions doivent, elles, impérativement être liées à un renforcement de compétences du personnel local. Ce type de dispositif est un volontariat issu d'une négociation intra-entreprise. Il est ouvert exclusivement aux salariés d'entreprise ou d'agents des collectivités territoriales en activité, puisqu'il est développé dans le cadre d'une prise en charge selon des conventions entre un partenaire nord, donc les entreprises ou les collectivités, et le volontaire part en mission dans le cadre de ces congés. Et c'est ce partenariat et cette convention qui va diriger la mission de solidarité internationale en lien avec le partenaire nord.
hein. Dans ce cadre-là, le volontaire, lui, ne change pas de statut. Il est juste sur ses congés de son entreprise durant la mission. Donc, il conserve son statut pendant toute la mission. Il conserve sa protection sociale et complémentaire. Par contre, nous, voilà, on va, et comme l'avait effectivement dit Claire tout à l'heure, on va privilégier le fait que l'association d'envoi puisse garantir une protection sociale et sanitaire aux volontaires, puisqu'on ne sait pas forcément quel type d'assurance chaque volontaire peut bénéficier. Donc, il est toujours préférable de souscrire à une assurance dédiée. Voilà, en petite synthèse, ce qu'est le congé de solidarité dans le cadre de ce dispositif que vous pouvez retrouver plus en détail dans le guide des VUS de France Volontaire. Alors, nous arrivons sur la partie loi qui est le congé de solidarité internationale. Donc là, ce n'est pas effectivement un statut, c'est une loi qui va permettre à un salarié de participer à une mission d'entraide à l'étranger avec une association de solidarité internationale agréée. Il y a une liste qui a été éditée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui est également disponible sur le site de France Volontaire. Vous pourrez également nous la demander. Alors, les missions, elles peuvent aller entre 1 mois à 6 mois. Voilà. C'est issu, bien évidemment, d'un accord entre le salarié et son entreprise, puisque pendant ce temps-là, il y a une suspension du contrat du salarié, et ce dispositif, par l'intermédiaire de cette loi, permet au salarié de réintégrer son entreprise, sa collectivité, à la fin de sa mission, soit sur un poste, soit sur le poste que le volontaire a quitté, soit sur une équivalence, y compris en termes de rémunération. Donc, cette loi permet juste de protéger le salarié pour lui permettre de retrouver son emploi à la fin de sa mission et qu'il puisse, dans sa vie, faire une petite parenthèse de solidarité internationale. Alors, bien évidemment, il y a toujours des conditions à tout ça. Il faut forcément être majeur, donc être salarié avec un minimum d'ancienneté, c'est-à-dire 12 mois. Et il faut prendre en considération qu'il y a la possibilité de prise en charge partielle de la mission sur quelques frais par le salarié. Voilà, ça c'est le cadre de la loi du congé de solidarité internationale. Après, vous avez un dispositif dédié qui s'appelle le congé solidaire, qui est une marque déposée par l'association Planète Urgence et qui est utilisée uniquement par cette structure. Donc là, on est toujours dans de l'intra-entreprise puisqu'on permet à un salarié d'effectuer une mission de solidarité internationale dans le cadre de ses congés et toujours en partenariat avec son employeur qui en finance tout ou partie. Voilà. On reste sur une durée de mission courte, comme le congé de solidarité, de 2 à 4 semaines. Si tu peux passer. J'essaye d'aller vite pour qu'on puisse après aussi échanger sur les questions parce que je vois qu'il est déjà 12h14. Alors, un autre dispositif qui est bien connu des seniors, c'est ce dispositif senior, les missions pour les bénévolats seniors. Donc, c'est pareil. Et là, il a aussi une durée, généralement entre 15 jours et 12 mois. Il est principalement axé pour les pré-retraités ou retraités ayant des compétences spécifiques liées au projet de la structure d'envoi. Le volontariat
Non, si tu peux remettre. Voilà, le volontariat senior peut prendre la forme d'une mission courte de bénévolat portée par certaines associations membres et spécialisées qui font partie de la plateforme de France Volontaire, donc le greffe et Agir ABCD. Et là, en termes de prise en charge, selon les moyens de l'association et des partenaires du projet, il y a une prise en charge possible sur les frais de déplacement, assurance, logement et nourriture. Voilà, c'est pas forcément une prise en charge à 100% par l'association d'envoi. Les coûts peuvent être également partagés. Alors, dans le cadre de cet appel à projet VEC 2021, comme je vous l'ai dit, les associations dépositaires peuvent s'appuyer sur l'ensemble de ces dispositifs. France Volontaire peuvent les aider en ce sens. Et l'idée, c'est d'avoir des missions, des volontariats innovants et d'opportunités. Alors, avec une expérimentation d'autres formats, comme a été évoqué, du e-volontariat continu ou discontinu, des volontariats sans accord d'entreprise. Et dans ces cas-là, on peut s'appuyer sur le dispositif senior pour les salariés de droit privé ou de droit public, qui peuvent être sans activité ou sans activité professionnelle, pour leur permettre de partir sur une période un peu plus longue que ce que peut proposer le dispositif de congé de solidarité ou congé solidaire. Voilà, ça fait partie de l'appel à projet, cette forme d'innovation et d'opportunité. Alors, ce qui est également important, en tout cas, voilà, pour France Volontaire, mais également pour le ministère dans le cadre de cet appel à projet, c'est toute la partie sécurisation du parcours des volontaires, offrant un cadre de qualité. Donc, les grands principes directeurs sont l'élaboration et la mise en œuvre commune avec les parties prenantes concernées, des projets de volontariat pour le développement en phase avec les besoins locaux, ça c'est très important, et les objectifs de développement durable, les ODD. Donc, une obligation de protection des personnes, notamment les plus vulnérables. La gestion et l'accompagnement des volontaires qui doivent bénéficier de formation, de préparation et de soutien nécessaires à la réalisation de leur mission, en amont, pendant et après le volontariat. Toujours dans ce même cadre de sécurisation, le principe de ces missions est d'aider au développement en mobilisation des compétences des volontaires. C'est donc une mission doit être égale à c'est une réponse à une demande spécifique des partenaires locaux. On l'a vu un peu tout à l'heure. L'expertise doit impérativement être un besoin de renforcement de capacité, de compétences, une offre et un appui technique en faveur du personnel local. Ça implique un lien partenarial à 2 ou 3 niveaux avec un partenaire nord ou un organisme d'envoi et un partenaire sud. La motivation et l'intérêt pour les volontaires, c'est bien évidemment de s'initier au mode de vie et de travail des autres pays, mobiliser, d'adapter des compétences à un nouveau cadre professionnel, confronter ses pratiques de travail à des cultures différentes et participer évidemment à un projet d'intérêt général. Donc, la sécurisation porte sur l'accompagnement des associations et fondations dépositaires de la plateforme par France Volontaire, formation avant départ, accompagnement, suivi pendant les missions, relecture de l'expérience et valorisation un petit peu retour. Voilà, je voulais évoquer un petit peu tout à l'heure. Alors, lorsque vous allez commencer à concevoir votre projet, il est important de se poser quelques questions pour savoir comment ce projet va être orienté. Alors, quel statut vous voulez donner aux volontaires? Donc,
identifier un dispositif approprié comme on vous l'a présenté ou aller dans un dispositif innovant. Hein. La logique de partenariat, le partenariat semble-t-il équilibré entre le nord et le sud. Veiller à la formation au départ, dans le cadre de l'association d'envoi qui va vous accompagner, être bien veiller à ce que les formations et la préparation au volontariat se fassent dans les meilleures conditions. La question de coût, de coût accessible, combien ça coûte, pourquoi, à qui revient l'argent, qui doit payer quoi. Voilà, il est important de bien détailler tous ces aspects-là. Les valeurs du projet, je choisis une structure d'envoi, mais finalement, sur cette structure d'envoi, est-ce que moi, je suis bien à l'aise avec les missions de cette structure? Est-ce que ça me convient? Est-ce que, voilà, je vais arriver à ce que mon projet se porte bien et vais-je arriver à bien œuvrer dans ce projet? Alors, est-ce qu'il est possible également d'accéder facilement à des témoignages d'anciens volontaires ou de valorisation des missions qui ont été portées justement par cette association d'envoi, et puis pour que les volontaires puissent voir aussi comment ça s'est passé, leur expérience de volontariat avec cette association. Un point important, bien évidemment, c'est le respect des populations locales. Quelle image je renvoie en réalisant les activités de la mission. Et point important, les responsabilités. La mission se fait-elle au détriment des communautés locales? Donc ça, il faut bien veiller à ce que ça ne soit pas le cas. Hein. C'est extrêmement important. Et l'accompagnement sur place, un référent sur place, un espace de dialogue permanent et libre. Voilà, il faut se poser toutes ces bonnes questions. Et la dernière, la 10e, voilà, est-ce que je suis accompagnée au-delà du projet et que devient ce projet? Donc, je pense que c'est une petite checklist de questions que vous pouvez prendre en considération quand vous souhaitez monter votre projet. En tout cas, il va vous guider dans le montage de votre projet. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Il reste un petit peu de temps pour les questions. Merci. Alors, je te laisse faire l'énoncé des questions. Oui, sauf si Nizar, j'ai vu qu'il avait ouvert son micro. Non, je voulais juste approfondir sur la notion de volonté de compétence, en tout cas d'expérience. C'est-à-dire que par rapport à plusieurs acteurs qui sont présents aujourd'hui qui ont des habitudes issues plutôt de volontariat, de découverte, d'initiative, etc. Je voulais insister sur la notion de compétence dans cet appel à projet. Et après, me poser une question un petit peu, je pense que la réponse est un peu les deux, mais une question plutôt à l'ensemble d'intervenants. Est-ce qu'on est d'abord sur l'idée je travaille avec différents partenaires, avec différentes structures dans un pays d'intervention, j'identifie des compétences et je vais monter un programme pour aller chercher des personnes qui ont ces compétences-là? Ou est-ce que dans l'idée, je vais plutôt essayer de travailler sur un programme, par exemple dans ma région, dans ma communauté d'agglomération, pour mobiliser, renforcer la connaissance des programmes et ensuite trouver des missions à des personnes qui veulent partir? Je pense que les deux sont un petit peu dans l'idée, mais je voulais savoir un peu comment vous voyez les choses au niveau notamment du ministère ou du FONGEP. Peut-être que du coup, je te laisse répondre, Claire. Sans que votre micro... Ouais. Alors, comme Caroline, tu l'as évoqué, l'idée, c'est d'abord de partir des besoins locaux. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le travail avec le partenaire local. Donc, moi, je serais plutôt... Enfin, c'est à la fois les deux et quand même un peu plus la première option. On part d'abord sur les besoins nécessaires au niveau local et du coup, les compétences à identifier en ce sens. Et ensuite, bien sûr, il faudra identifier, mobiliser des volontaires pour répondre à ces besoins et des volontaires qui ont des bonnes compétences.
Donc, c'est quand même, la démarche, elle est quand même ne pas oublier les besoins du terrain. Et du coup, dans le dossier, il faut qu'on ait déjà identifié les compétences sur lesquelles on va aller chercher des volontaires, par exemple. Bah, oui, du coup, si on connaît bien, si on travaille avec un partenaire local qui connaît bien le terrain, on sait ce qu'il faut comme compétence. Merci. Une question sur les zonages, enfin voilà, sur les zones rouges, oranges, et les restrictions qui pourraient être apportées. Ah bah moi, je dirais oui. Bien évidemment. Oui, alors maintenant, la problématique du zonage, elle est évolutive. Donc, le dépôt d'un dossier aujourd'hui n'est pas forcément sur une zone orange ou rouge, mais malheureusement, elle peut le devenir vu qu'on a une temporalité pour cet appel à projet de 18 mois. C'est des points, effectivement, qui sont mouvants. Je me permets aussi, enfin peut-être un complément. Par contre, tout ce qui est e-volontariat ou des missions plus courtes de renforcement de capacité qui ne vont pas se dérouler dans la zone orange. Je pense par exemple voilà, le projet de Katibuki qui est au nord du Bénin, en frontière zone rouge-orange, mais s'il y a des missions de 15 jours de renforcement de compétences qui se déroulent à Cotonou et une partie après en e-volontariat plus à distance, moi, je pense que là par contre ça devient moins limitant. Enfin, Oui, sur votre contrôle. Tout à fait. Mais c'est des questions de toute façon qu'il faudra prendre en considération au moment T. À l'heure d'aujourd'hui, dans le cadre des différents dispositifs d'envoi de volontariat à l'international, que ce soit le VSI, le service civique, par exemple, eh bien, on est soumis effectivement à l'autorisation du ministère sur l'ouverture des pays. Aujourd'hui, nous avons des pays ouverts et des pays fermés sur lesquels il est complètement interdit d'envoyer du volontariat. Donc là, à mon sens, je pense pas que Claire, tu vas me contredire, mais on reste dans la même réglementation. On ne pourra jamais faire partir un volontaire sur un pays qui est considéré comme étant fermé par le ministère et sa cellule de crise. Oui, je confirme. Dans le cas du VEC, on s'inscrit sur les mêmes consignes de sécurité que pour l'ensemble des volontaires. Donc, cette question des zones, elle va également apparaître. Après, c'est aussi à mettre en relation avec l'expérience de l'association qui envoie, si elle a des protocoles de sécurité déjà bien déterminés. Enfin, tout ça s'apprécie dans le dossier, mais c'est vrai que si on part sur une zone rouge, on est sûr que ça va être très compliqué, impossible. On a un retour sur la question de l'indemnité. Peut-être donner un élément de réponse pour Fernand. Dans le cadre de la loi sur le volontariat de solidarité internationale, une indemnité, c'est minimum 150 €. Voilà. Après, si on monte un dispositif où effectivement il est attribué une indemnité aux volontaires, à charge de l'association envoi de voir quelle indemnité pourra être attribuée aux volontaires en fonction de tout un tas de paramètres, en fonction de est-ce que l'hébergement est à la charge du volontaire ou pas, est-ce que les frais de nourriture sont à sa charge ou pas, également pour les déplacements. Enfin, voilà, il y a tout un nombre de critères à déterminer pour savoir si oui, le niveau d'une éventuelle indemnité. Alors, c'est vrai que quand on a une indemnité de 150 € par mois, ça veut dire que l'association d'envoi prend en charge tout ce qui est logement, frais de déplacement, frais de nourriture, couverture sociale et sanitaire. Avec 150 €, un volontaire, il ne peut pas payer grand-chose.
Et par contre, si on est sur 3 missions par an de 1 semaine chacune, par exemple, on n'est pas du tout sur le même format. Donc, du coup, le format des projets qui peuvent être soutenus est tellement divers que c'est difficile de répondre à cette question de manière univoque. Oui, tout à fait. Voilà, ça va vraiment dépendre des projets. Sur la partie couverture sociale, pour quelqu'un qui va partir peut-être 15 jours, s'il est suffisamment bien assuré, voilà, il faudra vérifier l'ensemble des garanties d'assurance pour voir cela. C'est assez compliqué de donner aujourd'hui des chiffres, des pourcentages sur des missions qui peuvent être très, très, très différentes dans leur montage et dans leur durée. Après, si chaque structure a besoin d'avoir des éléments d'information concernant la partie couverture sociale, des partenaires, des prestataires qui peuvent vous proposer des contrats packagés, frais de santé, assistance, responsabilité civile, ça, vous pouvez revenir vers moi par l'intermédiaire de l'adresse mail. Il n'y a pas de souci, j'ai de bons partenaires à vous communiquer. On avait une question sur les congés de solidarité internationale. Est-ce que ouvert aux salariés du secteur privé et public? Oui. Très bien. Et aux apprentis? Alors, aux apprentis, ça reste une négociation avec l'entreprise puisque c'est l'entreprise qui paye. Est-ce que pour les apprentis, une entreprise, une collectivité, une fondation va vouloir payer? C'est une question. Est-ce qu'il est possible de profiter plusieurs fois dans sa carrière de ce type de dispositif? Pourquoi pas? C'est pas obligatoirement une seule fois dans toute sa vie, je ne pense pas. J'ai pas le cadre de loi à 100% en tête, mais à partir du moment où l'employeur est d'accord, rien ne s'oppose à ce que ça se fasse plusieurs fois. La question qui tue, le projet de 100 000 euros, c'est quelle est la... Là, je vais laisser Claire. J'ai l'impression que c'est 10 000 euros. C'est 10 000 euros, Ah oui, 10 000, oui. Oui, c'est 10 000. Et du coup, non, la subvention minimum, elle est de 20 000 euros. Et elle finance à 50%, donc le budget total minimum, il va être de 40 000 euros. La question sur qui met en présence des volontaires et des associations, je pense que c'est l'objet de l'appel à projet, justement, de proposer des systèmes pour faciliter cette mise en relation. Oui. Qui met en présence des volontaires et des associations, c'est l'ensemble des partenaires qui vont être en collaboration sur ce projet. Ça peut être les associations d'envoi, comme ça peut être les structures qui sont à l'initiative du projet. C'est divers. Il n'y a pas une formule unique. On va conclure là parce qu'on avait dit qu'on allait jusqu'à midi et demi, midi 33. Peut-être juste pour rappeler aux participants qui sont encore présents qu'au niveau à échelle régionale, en tout cas au niveau de l'AN Coopération, on va être sur on peut être plateforme d'échange si vous êtes une association qui n'est pas forcément aujourd'hui suffisamment structurée, mais qui aurait besoin de monter quelque chose en consortium pour pouvoir travailler sur ce programme-là, qui a comme des idées, qui a comme des contacts, qui a comme des besoins, etc. On peut tout à fait, si vous le souhaitez, dans un avenir assez proche, réorganiser une réunion plutôt en mode groupe de travail que réunion d'information.
si certains d'entre vous le souhaitent, pour pouvoir travailler sur les réponses à cet appel à projet, ou en tout cas essayer de trouver une structure un peu fêtière qui puisse construire un programme qui puisse bénéficier à différents acteurs du territoire. C'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. On va, voilà. Par contre, ce travail, en tout cas, d'animation du réseau en vue de répondre à ce projet-là, on va pas le démarrer par nous-mêmes. Il faut qu'on ait des demandes ou en tout cas des envies. Il faut qu'on ait un premier substrat, en tout cas, pour pouvoir développer ça. Donc, ce qu'on vous encourage à faire dans les jours à venir, enfin, assez rapide, c'est si vous avez déjà des idées en tête, si vous avez des choses sur lesquelles vous ne vous sentez pas assez équipé, sur lesquelles vous avez vraiment besoin de mise en relation, sur lesquelles vous avez envie d'avancer avec d'autres acteurs, n'hésitez pas à nous partager, qu'on puisse déjà cartographier un peu ces envies-là, et ensuite voir s'il y a nécessité, besoin, cohérence de réorganiser un temps, plus de travail autour de ces questions de volontariat, d'expérience et de compétences. Deuxième chose, si vous voulez déposer un projet par vous-même, n'hésitez pas à nous partager avant. Voilà, alors là, c'est un premier appel à projet, mais sur plein d'appels à projet, on se rend compte que les projets qui ont bénéficié d'un conseil extérieur, d'un avis, d'un regard extérieur, souvent, ont plus de chances de succès. Donc voilà, on vous encourage vraiment à le faire plutôt que de vous lancer à écrire quelque chose la veille du dépôt et à le déposer. En tout cas, voilà, on répond pas forcément dans la minute. Hein, on a des boîtes mail chargées, mais en tout cas, Hugo et moi, on prendra une attention, enfin, on portera une attention aux projets qui émergeraient, et notamment aux projets qui se développeraient à échelle régionale ou en tout cas avec différents acteurs. Je sais qu'aujourd'hui, on avait différentes typologies d'acteurs qui étaient là. Il y avait quelques collectivités qui étaient présentes, il y avait des maisons de l'emploi qui étaient présentes, on avait des centres de formation qui étaient présents, qui ne sont pas éligibles aussi, mais qui peuvent être intéressés, qui peuvent avoir des choses à valoriser ou en tout cas à partager dans ce projet-là. Donc voilà, si jamais il y avait cette envie de rassembler ces différents acteurs, on en est vraiment à l'écoute pour pouvoir donner des suites à cette rencontre. On va vous envoyer les présentations. On vous propose avant de nous quitter, de répondre à un petit sondage, hein, dont on va diffuser bien sûr les résultats en direct. Et puis après, je vous propose qu'on puisse se quitter pour chacun manger chez soi, parce que voilà. J'en profite que vous remplissiez ce sondage là pour remercier voilà, Julie Révol, Claire Chenching et Caroline Bouclé, donc le ministère des Affaires étrangères, le FONGEP et France Volontaire. Voilà, c'est toujours un plaisir en tout cas de travailler avec ces partenaires-là pour pouvoir mieux vous informer, vous accompagner. Voilà, merci à toutes les trois de vous être rendues disponibles ce matin. Merci. Merci à vous d'avoir organisé ce webinaire. Et ben voilà, on va attendre pour l'instant, en tout cas, à la question ce webinaire a-t-il été utile, nous avons 100% de oui. Tant mieux. Voilà. Hop, on vous laisse encore quelques secondes pour pouvoir finir de remplir. Voilà, pour l'instant, on a 50% de formulaire complet. Ah, on a même des gens qui changent d'avis sur leur vote. Je vous propose qu'on clôture ce formulaire dans voilà, 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est fini. Là, hop, je vous partage les résultats. Donc voilà, donc merci en tout cas du retour que vous pouvez faire. On voit qu'il y a 6 structures qui aimeraient déposer un projet, 4 qui ne savent pas encore. Voilà, n'hésitez pas, je le redis, à vous rapprocher de nous. 2 personnes qui souhaitent un accompagnement, 3 non, voilà, et
Souhaitez-vous être mis en relation avec d'autres acteurs? On a 5 structures qui le souhaitent, donc bon, voilà, ça augure peut-être d'une dynamique, en tout cas, d'être amené à se revoir et à retravailler ensemble sur ce dossier-là. Voilà, on va regarder les remarques éventuelles et puis n'hésitez pas, de toute façon, si vous êtes ici, si vous avez nos contacts. Voilà. Eh bien, bonne journée, bon appétit à toutes et tous. Merci. Et à très vite. Bonne journée, bon appétit. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.